Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année. C'est là que Casidomi entre en jeu. Casidomi, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté, en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 € de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode capsule spécial FAQ. Je vous ai lancé une boîte à questions sur Instagram concernant mon podcast et j'ai pris le temps de répondre à la 30aine de questions que vous m'avez posées. Épisodes les plus écoutés, anecdotes, meilleurs et pires conseils que l'on m'ait donnés, ou encore le rôle de ma famille dans mon podcast, je vous dévoile ce qu'il se cache derrière mon micro. Belle écoute! Alors, ma première question a été posée par une certaine Laure. Depuis combien de temps as-tu ton podcast et comptes-tu arrêter un jour? Alors mon podcast, je l'ai aujourd'hui depuis déjà 3 ans et demi, ça passe. Puisque j'en suis à la 4e saison. Là, j'ai sorti mon dernier épisode de la saison 4 et on entame la 5e du coup en septembre. Moi, mes saisons durent 1 an en fait, du septembre à août en fait, en général, juillet-août, donc une année scolaire. Voilà, et comptes-tu arrêter un jour? C'est une grande question. Actuellement, non. Actuellement, je ne me vois pas arrêter puisque j'ai encore énormément de projets pour ce podcast dont on parlera peut-être. Je l'ai fait beaucoup évoluer aussi, donc j'en parlais la dernière fois avec une copine podcasteuse. Dès que je sens que j'apprends plus, que je n'évolue plus avec mes propres interviews, je change légèrement l'angle, je change l'axe de mes questions pour justement, et puis parfois le type d'invité, pour justement continuer à me nourrir, puisque j'aime bien le dire, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai lancé mon podcast, et pour ceux qui m'écoutent, c'est peut-être le cas, qui ont lancé un podcast il n'y a pas longtemps, on a souvent tendance à s'enfermer. Alors qu'on peut vraiment le voir comme un blog, comme un magazine avec différentes rubriques. C'est notre espace, c'est notre média, et à partir du moment où on est clair, on est transparent avec les auditeurs, ils nous suivront, quelle que soit notre avancée, en fait, finalement. Donc non, actuellement, je compte pas du tout arrêter. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer un podcast? Donc c'est toujours une question de Laure. Ce qui m'a donné envie, alors j'en ai parlé dans beaucoup d'interviews, mais pour ceux qui n'ont pas encore écouté, ce qui m'a donné envie, c'est que déjà, attention, moi j'ai toujours été passionnée en fait par l'autre, passionnée par l'humain. Une de mes caractéristiques principales, c'est la curiosité. D'ailleurs, c'est une des valeurs que je chéris et j'en parle dans l'intro de ce propre podcast. Et du coup, j'ai toujours en fait, alors j'ai jamais été journaliste à proprement parler, mais j'ai toujours fait du journalisme à côté en fait de mes CDI. En général en communication digitale. J'ai toujours donné des interviews pour des magazines, donc j'ai commencé en fait avec le média Melty, pour ensuite AB Productions où j'ai interviewé beaucoup d'acteurs, beaucoup de comédiens, dont d'ailleurs Dorothée.
qui est un souvenir épique d'interview. Voilà, j'étais reporter. D'ailleurs, il y a quelques vidéos de YouTube de moi où on me voit dans l'exercice de l'interview. J'avais notamment interviewé Jessie Baz. Et j'étais jeune, ça me fait bizarre de regarder cette interview. Et du coup, j'ai toujours été passionnée par l'interview, par l'exercice de l'interview, par pouvoir poser toutes les questions que je me pose à quelqu'un que j'admire. Et du coup, j'avais un peu ça dans le sang. J'avais créé un blog aussi pendant 10 ans où j'avais fait des interviews sur ce blog, notamment quand j'habitais à Hong Kong. Je faisais des portraits, des interviews d'Hongkongais. Je travaillais pour le Petit Journal de Hong Kong. Voilà, j'ai toujours eu des médias, j'ai toujours été là-dedans. Et en fait, du coup, le podcast, j'ai découvert le média quand j'étais alitée. Quand j'étais enceinte de ma première fille, j'étais alitée. J'étais trop fatiguée pour lire, trop fatiguée pour regarder la télévision, Netflix. Et du coup, j'ai commencé à écouter des podcasts. J'ai connu Bliss et la matrescence. J'ai adoré. Et donc, dès que j'ai accouché de ma fille, enfin, dès que en fait, je suis sortie du congé mat, j'avais pour projet de créer mon podcast puisque c'était très naturel pour moi au regard de ma vie. Et donc, du coup, j'ai pas hésité et je l'ai créé. Et puis, ça a été sans surprise un coup de cœur pour le média et vraiment un immense épanouissement. Est-ce que tu te cherches encore en tant que podcasteuse ? Alors, comme je l'ai dit donc à la question numéro 1, et c'est un rappel que j'ai envie de faire, on évolue en permanence. Moi, j'avais tendance à penser quand j'ai commencé dans le freelancing, quand j'ai commencé à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, qu'en fait, quand on créait un projet, c'était comme ça. Et il fallait pas le faire évoluer. Parce que sinon, en fait, on pouvait perdre les gens, on pouvait perdre notre communauté, et puis on n'était pas fiable, en fait. Alors qu'en fait, après, j'ai compris que c'était totalement l'inverse et que comme nous, on est des êtres qui évoluent en permanence et heureusement, nos projets peuvent évoluer en permanence. Donc, actuellement, je ne me cherche pas. En fait, on va dire saison après saison, je ne me cherche pas. Au début, j'ai commencé mon podcast, j'étais vraiment sur la prise de risque plus physique. Ensuite, ça a bifurqué vers la zone de confort qui s'est ouverte où j'interviewais des gens qui sortaient de leur zone de confort, mais pas forcément en se dépassant physiquement sur d'autres aspects. Là, j'étais sur cette saison sur maximiser le potentiel de sa vie, où j'interviewais en fait des gens qui étaient parvenus à s'aligner professionnellement, personnellement, comprendre comment ils s'étaient alignés, comment ils étaient parvenus à cette connaissance d'eux-mêmes justement pour s'aligner. Donc saison après saison, je reste très focus sur ce que je suis en train de véhiculer. Mais entre les saisons en général, je fais un petit point avec moi-même et je me dis ok, où j'en suis maintenant ? Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ? Et qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre au monde en fonction en fait de ce que je fais ? Donc je me suis pas du tout cherchée pour la saison 4, mais là je sais que pour la saison 5, je vous prévois un remaniement. Que penses-tu de tes premiers épisodes, positifs ou négatifs ? C'est toujours une question de Laure. Là on n'est que sur des questions en fait de Laure. J'ai un regard très bienveillant sur mes premiers épisodes et j'ai des super souvenirs. Je me souviens que la toute première interview podcast que j'ai faite, j'ai interviewé Kelly Bessis, qui est boxeuse et d'ailleurs qui vient d'être maman et qui organise un super festival au début d'année, un festival pour les parents. Et je me souviens que j'étais allée la voir avec mon micro, tout mon matos, s'était rejoint dans un espèce de coworking où elle bossait. Et j'avais hyper préparé mon interview, j'étais un peu stressée, j'avais la bouche un peu pâteuse, sèche. Et voilà, et j'avais vraiment fait un exercice, j'étais très scolaire en fait dans ma manière de concevoir mes interviews. J'avais aussi fait Corentin Follen qui était un ex-reporter de guerre et vraiment je préparais énormément, limite je crois que je répétais en fait avant chaque interview, ce que je fais évidemment plus puisque je vous raconterai peut-être lors d'une question, mais aujourd'hui je laisse une large place à l'improvisation, mais j'ai un regard bienveillant et puis j'ai aussi un regard de la personne totalement différente que je suis actuellement il y a 3 ans et demi, qui faisait son podcast pour d'autres raisons que je le fais actuellement, qui était un peu paumée et qui cherchait beaucoup de réponses en fait finalement. Je les trouve bien, les épisodes. J'avoue, je me réécoute pas trop. Je réécoute juste l'épisode que je monte, forcément. Mais là, j'ai pas réécouté mes premiers épisodes. J'ai juste réécouté l'interview de Peggy Boucher pour un projet. Mais
je l'ai pas réécouté, mais en tout cas le souvenir que j'en ai, forcément c'était pas parfait, forcément je récitais un peu trop, je ping-pongais pas forcément assez, mais c'était moi à ce moment-là et je donnais mon max, donc j'en ai un super souvenir. Anne Fleur, le conseil que tu donnerais à la Laura qui débute? Je lui dirais de voir tout de suite le projet comme quelque chose de professionnel. J'ai une caractéristique, c'est que je suis pas business en fait. C'est pas inné pour moi d'être business. Comme peut-être beaucoup de femmes en fait. Je pense que c'est peut-être plus quelque chose d'homme en fait, de tout de suite penser rémunération, de penser profit. Et je pense que je lui dirais, écoute, prends-le tout de suite comme un projet passion bien sûr, mais comme un projet sur lequel tu vas pouvoir capitaliser, soit pour trouver des clients dans ton activité en fait de copywriter, ghostwriter, animateur d'événements, enfin voilà, dans toutes mes casquettes que j'énumérerai pas forcément là. Et puis même s'il y avait pas trop de sponsors, tu vois, à la base, le voir comme quelque chose, en fait, un vrai projet pro dont tu es fier et que tu vas mettre en avant, que tu vas pas forcément considérer comme un hobby. C'est ça que je lui dirais, je pense, parce que maintenant, bien sûr, je le fais, plus à des périodes que d'autres, mais je pense que ouais, je lui dirais ça à la Laura qui débute. Comment tu prépares tes interviews? Sophie me pose cette question. Je fais une petite pause, je bois 2 gorgées de mon thé. Si vous saviez, Nathalie, comme c'est le meilleur thé vert matcha. Comment je prépare mes interviews? Alors, très différemment qu'avant. Alors, j'ai toujours eu par contre une phase de boulot sur mes interviews. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je souhaite interviewer quelqu'un, je me renseigne. J'écoute au minima une interview audio, enfin YouTube ou podcast en fonction de ce qu'a fait la personne. Je lis énormément d'articles qui ont été faits pour la personne, sur la personne. J'ai toujours une phase de 3-4 heures de préparation intense, de lecture, d'annotation sur une feuille, de citations qui m'inspirent, sur lesquels je peux les faire rebondir. Voilà, s'ils ont un compte Instagram, regardez leur compte Instagram, regardez leurs publications. S'ils ont un compte LinkedIn, regardez leurs publications sur LinkedIn qui sont un peu plus rares finalement qu'Instagram. Les gens ont plus de réflexes d'être sur Instagram dans ceux que j'interviewe. Voilà, déjà j'ai 3-4 heures de boulot. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, je fais des thèmes. Donc, c'est-à-dire, voilà, enfance, parcours, épanouissement professionnel, personnel, aléas, question de fin. Et après, soit j'improvise totalement, c'est-à-dire que j'ai pas de questions, soit j'ai plein de questions qui me sont venues en fait en préparant l'interview et je pioche dans ces questions. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs je préviens tous mes invités, il y a énormément d'impro et en fonction de ce que me dit la personne, je vais rebondir. Avant, c'était complètement différent. Avant, je faisais mon exercice de préparation, voilà, où je potassais vraiment mes invités. Et ensuite, j'écrivais des questions et je restais cantonnée à ces questions. Ça fait à peu près, 1 an et demi que j'ai changé ma façon de faire. Et je pense que collectivement, je passe des meilleurs moments et mes invités passent des meilleurs moments. Mais il y a toujours une phase de boulot. Je sais qu'il y a des podcasteurs qui préparent pas du tout, justement pour se laisser la surprise. Moi, j'aime bien préparer. Donc, j'ai pas de surprise sur le parcours, mais par contre, sortir des sentiers battus en allant chercher en fait des petites choses que eux ils ont dit et sur lesquelles ils n'ont pas été challengés. Par exemple, c'est ce que j'ai fait avec Jessica Troisfontaine, la talentueuse fondatrice de Semtem. Elle, je suis allée voir vraiment sur son compte Instagram et le moindre phrase qu'elle avait dite, j'allais l'interviewer sur ça quand ça m'intriguait. Et donc, c'est pour ça qu'elle a dit des choses qu'elle avait jamais dit publiquement, je pense, sur d'autres podcasts, sur d'autres interviews. Pareil, j'ai fait ça avec ma dernière interview de Sarah, la créatrice du compte Instagram French Bon Temps. Je suis allée la challenger sur des choses qu'elle avait dites et je m'éclate. En fait, c'est comme ça que je m'éclate, en fait. Sophie qui me pose cette question, tes conseils pour une bonne interview? Mes conseils pour une bonne interview, c'est une excellente capacité d'écoute. Je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je suis totalement d'accord. Pour moi, une interview, c'est 80 d'écoute, 20% de rebondissement. En fait, quand on écoute
la personne, et c'est très compliqué, c'est ce que je faisais pas au début de mes interviews, parce qu'en fait j'étais cantonnée sur mes questions, et quand on est cantonné sur ses questions, on écoute moins, forcément. Quand on écoute, c'est le secret, mais c'est même dans la vie en fait. Moi, mes amis me disent que j'ai une très bonne capacité d'écoute, et c'est vrai, j'écoute beaucoup plus et je pose beaucoup plus de questions que je ne parle de moi. C'est pour ça que cet exercice aujourd'hui n'est pas évident et que je me force à parler de plus en plus de moi parce que c'est le jeu et que je me prends au jeu. Mais en fait, pour moi, mes conseils pour une bonne interview, c'est une très bonne capacité d'écoute, une très bonne tenue, une très bonne posture. Moi, je me suis aperçue qu'en fonction de la position que j'ai, ma voix sonne différemment, résonne différemment pour moi et la personne. Est-ce qu'on regarde ou pas notre invité ? Le eye contact est très important en fait, et plus on est dans une posture ouverte et plus on crée de eye contact, plus ça va se ressentir, parce que on va pas, voilà, le podcast c'est vraiment que de la voix, donc c'est très important. Voilà. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est une très bonne capacité d'écoute, une bonne posture, un bon eye contact pour que l'autre se dévoile. Et puis, sortir des sentiers battus, ne pas hésiter à aller poser des questions qui vont faire réfléchir en fait la personne interviewée, qui vont apporter en fait de la valeur aux auditeurs. Et oui, ne pas oublier son pourquoi. C'est-à-dire que un auditeur, il va écouter un podcast parce qu'il veut y trouver un certain contenu. Et vraiment répondre à cette demande et répondre en fait à son pourquoi et au pourquoi on fait le podcast et ce pourquoi en fait les gens nous écoutent. Voilà. Il y a sûrement plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, mais je vous le réserve à partir de la rentrée pour ceux qui prendront des accompagnements, des calls podcast avec moi. La 8e question, comment tu choisis tes invités, Sophie ? Comment je choisis mes invités, Sophie ? Je les choisis. En général, c'est un coup de cœur, un feeling. Je suis quelqu'un qui, quand même, est très intuitif sur les gens et sur les personnes. J'ai une bonne capacité, je cerne facilement les gens au départ. Et quand je cerne pas les gens, en général, je me rends compte que c'était pour une bonne raison. Donc c'est vraiment au feeling. Alors après, moi je passe beaucoup de temps sur Instagram, donc c'est un gros vivier quand je tombe sur un texte qui m'émeut, quand je tombe sur une personne voilà, où je trouve qu'il y a quelque chose et ensuite je déroule son parcours, son background, ça me touche, je vais aller lui proposer. Je vais lire par exemple une revue, je vais découvrir quelqu'un et je vais l'aimer, donc je vais avoir envie de l'interviewer. Il y a beaucoup de viviers, donc c'est Instagram et ce que je lis, donc soit la presse digitale, soit la presse que j'ai magazine à la maison. Et ensuite un feeling. Moi, je ne fais pas. Alors, il y a certains podcasts, je le sais, certaines personnes, même certaines de mes copines, qui cherchent en fait des profils. Par exemple, je vais avoir une copine qui va faire un podcast voyage. Elle va chercher quelqu'un qui a été dans le 11 septembre, qui a vécu le 11 septembre à New York, ou quelqu'un qui a fait un tour du monde en voilier. Moi, c'est pas le cas. Je ne cherche pas en fait à l'avance des profils. C'est plus un feeling et ensuite je déroule et si ça me touche, j'y vais. Si ça me touche et puis bien sûr du coup si je sais que ça va vous toucher, vous apprendre et voilà. L'invité que je rêve d'avoir à mon micro, c'est Céline du super podcast Famille 1, 2, 3 Pépites qui me pose cette question. J'ai pas vraiment de rêve d'interview puisque comme je vous le disais, je marche vraiment au coup de cœur que je découvre un petit peu au fil de l'eau. Mais je dois dire qu'il y a une personne que j'admire énormément, dont le talent n'est plus à prouver, c'est Léna Situation, Léna Mafouf, qui maîtrise à la perfection l'art du storytelling. Donc j'aimerais bien qu'elle nous raconte ça, la façon dont elle conçoit ses vidéos, son processus créatif, et puis qu'elle revienne sur les aléas qu'elle a traversés. Alors en ce moment, elle fait une vidéo sur l'échec de son pop-up pour sa marque. Mais j'aimerais bien qu'elle me parle de ça. En effet, j'ai pas mal de questions à lui poser sur le sujet. Et puis également, je sais qu'elle a connu un pépin de santé, un aléa de santé qui a pu la freiner cette année. Qu'elle vienne nous parler de tout son développement perso, pro, de ses prises de conscience et puis de son travail, bien sûr.
de comment elle en est arrivée là où elle est aujourd'hui. Voilà. Comment tu as géré tes interviews à distance ? C'est Arthur qui me pose cette question, mais qui n'est pas mon mec. C'est un autre Arthur. Vraiment pas bien. Franchement, et avec du recul, je me rends compte à quel point je l'ai pas très bien vécu. J'ai pas du tout voulu arrêter le podcast parce que j'y croyais dur comme fer, parce que je m'épanouissais en fait, malgré que ce soit à distance. Mais énormément de frustration, et je vous cache pas que je suis rentrée aussi en France pour en fait toute la partie professionnelle, et parce que j'arrivais pas en fait à aller au bout de mes projets de si loin. Alors j'avais créé un podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï, qui est toujours écouté, sur lequel je reçois encore des messages aujourd'hui, qui interviewait en fait des entrepreneurs à Dubaï pour aider en fait les personnes qui s'installent à Dubaï dans leur démarche entrepreneuriale. Mais très mal, parce qu'en fait je pouvais pas du tout rebondir comme je le voulais. Je pouvais pas rebondir parce qu'en fait avec le décalage, je m'empêchais de dire des choses parce que je savais qu'au montage ça allait être irrattrapable en fait, avec le décalage en fait dû à la caméra et à la visio en fait, tout simplement. Donc du coup beaucoup de frustration, parfois une caméra qui marche pas forcément, donc pas d'eye contact, donc très compliqué, on veut vraiment créer un lien avec la personne. Là, je vois, rien que les interviews que j'ai fait, ça fait 6 mois qu'on est rentré en France, j'ai déjà encore des contacts, il y a un vrai truc qui s'est créé avec mes invités. Alors après, voilà, techniquement, on m'a toujours dit que j'avais un bon son, parce que moi, j'utilisais en fait Zencastr, et que je demandais en fait à la personne systématiquement de s'interviewer, de s'enregistrer soit avec son matériel professionnel, soit même avec un téléphone. Derrière, je faisais un bon travail de montage qui faisait que j'élaguais pas mal, que je nettoyais pas mal les pistes. Mais du coup, quand même, énormément de frustration. Et bon, on n'est pas rentré en France juste pour ça, mais ça a vraiment pesé dans la balance. Mes conseils pour une interview à distance, c'est toujours Arthur qui me pose cette question. Un bon matériel. Toi, déjà, avoir un bon matériel, puisque toi, tu vas enregistrer systématiquement ta voix avec ton matériel. Moi, j'ai un micro Shure SM58, j'ai un Zoom H4 N Pro. Il est vieux, depuis il y a le 5, le 6 et même le 7, je crois, qui sont sortis. Voilà, un bon matériel. Ensuite, bien briefer la personne en amont. Moi, je sais que, d'ailleurs, j'envoie toujours un mail de brief en amont de chaque interview, mais à distance encore plus. Moi, mon mail, il était hyper précis, avec beaucoup de détails. Est-ce que tu n'as déjà pas diffusé un épisode ? C'est Manon qui me pose cette question. Ça m'est déjà arrivé de pas diffuser un épisode. Ça m'est arrivé une fois sûr de pas diffuser un épisode. La personne m'avait harcelé, entre guillemets, pour passer sur mon podcast. Déjà, j'aime pas. Alors, quand c'est fait d'une super manière, j'aime bien qu'on me contacte pour me proposer son profil. Mais quand c'est fait d'une manière insistante, sans forcément mettre les formes, ça me refroidit. Et pourtant, je vais vous dire, cette personne, elle est passée sur beaucoup de podcasts. C'est une personne assez successful dans son domaine, qui pourrait être un deal gagnant-gagnant. Mais en fait, la personne n'a pas mis les formes pour me contacter. Ensuite, donc, j'ai fini par dire oui, mais un peu à contre-cœur. Donc, j'avais pas trop préparé l'interview parce que forcément, ça se ressentait. En fait, j'avais eu du mal. J'avais essayé de préparer l'interview, mais comme la personne, je l'avais pas du tout démarché, je traînais la patte en fait pour préparer l'interview. On a fait l'interview et franchement, c'était pas dingue. Et donc, j'ai pas diffusé. On a enregistré, c'était il y a un an. Ouais, peut-être un an, c'était l'été dernier. C'était il y a un an, j'ai toujours pas diffusé, la personne n'est pas revenue vers moi, je suis pas revenue vers elle. Bon, j'ai toujours les pistes par contre. Et 2 fois, j'ai failli ne pas diffuser une interview parce que je trouvais ça nul sur le moment. Et en fait, j'ai réécouté quelques semaines après et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et c'est ce que je conseillais à une copine la dernière fois qui me demandait mon avis parce qu'elle venait de finir une interview, elle était pas du tout satisfaite et elle se demandait quoi faire. Je lui ai dit de prendre le temps parce que parfois, on est à chaud, on est dans le jugement de nous-mêmes, on s'est pas trouvé très bien sur l'interview. Donc du coup, on a tendance à tout juger négativement. Alors que quand on prend du recul, quelques semaines après, on réécoute et en fait, on trouve des passages hyper pertinents. Et moi, c'est ce qui s'est passé 2 fois et c'est des interviews qui ont hyper bien marché, sur lesquelles j'ai eu des super retours. Comme quoi, voilà. Question 13. T'est-il arrivé de refaire un épisode car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons ? Si oui, combien de fois, Benoît ?
Bah non, ça m'est jamais arrivé de refaire un épisode. Juste une fois, Arthur avait fait mon interview et je voulais le refaire et en fait on n'a jamais refait. Mais non, ça m'est jamais arrivé. C'est délicat parce que c'est du temps pour nous, c'est du temps pour la personne. Il y a des invités qui m'ont gentiment reproposé de refaire l'interview si jamais voilà ça convenait pas parce que parfois il y avait du bruit. Non, je pense à Katinka que j'ai interviewé le dernier épisode que j'ai publié, le dernier épisode de la saison 4. Il y avait des travaux en fait autour de l'agence, donc on a mis du temps à trouver une pièce, on entendait quand même un peu les travaux. Et en fait elle m'a proposé que si jamais ça n'allait pas de refaire l'interview, mais finalement j'ai publié, bon ça allait, c'était complètement audible, bien entendu, et puis c'est délicat, donc non, ça ne m'est jamais arrivé. La question 14, 3 anecdotes que l'on ne connaît pas. C'est Sophie qui me pose cette question. J'ai trouvé le nom L'Aléa après une soirée de brainstorming avec Arthur où on a bu beaucoup de vin. On essayait de trouver en fait un terme autour du risque qui est l'ADN en fait de mon podcast, la sortie de zone de confort, oser tout simplement, oser l'audace. Et à un moment donné, il m'a sorti l'aléa. Et en fait, ça a été un coup de foudre, je pense, pour le nom. On s'est dit, ouais, l'aléa. Et je me suis couchée. Et après, c'était good. C'était l'aléa. Après, voilà, aujourd'hui, 3 ans et demi après, il y a un tout petit truc qui me dérange dans mon nom de podcast. Je l'adore, ça fait partie de moi. Mais si je dois être très honnête avec vous, le fait que il y ait ce petit L apostrophe, il est du coup difficile en fait à transposer en hashtag. Une autre anecdote sur le podcast, c'est je pense que pour certaines interviews et surtout à Dubaï ou dans mon appartement, ça résonnait, un truc de fou. Dans les appartements à Dubaï, en fait, c'est très grand. Il y a du carrelage au sol. Nous, en plus, moi, je suis parisienne de base, donc je suis habituée aux petits espaces, donc j'ai un peu de mal à meubler en des grands espaces, et donc souvent, ça résonnait à Dubaï. Et donc, je me suis j'ai déjà fait des interviews, mais genre sous une couette, sous des coussins, dans le noir, avec mon matos, pour justement essayer d'éviter en fait cet écho en permanence, et le fait que ça résonne et qui m'insupporte et que je trouve pas très joli en fait pour l'écoute d'un podcast. Je regarde si une anecdote ça peut être négative aussi. La définition d'une anecdote. Récit d'un détail historique d'un petit fait curieux. Oui, non, c'est pas forcément positif, non, mais parce qu'une anecdote aussi, c'est que j'ai déjà beaucoup pleuré lors d'interviews. Ça s'entend pas forcément, mais bon, je suis team émotive, team ultra sensible. Et j'ai déjà beaucoup pleuré, bien sûr, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai pleuré, je pense que dès le départ, je pense que pour l'épisode de Corentin Follen, j'ai pleuré quand il me racontait qu'il avait failli mourir sur un terrain de guerre. J'ai pleuré, énormément pleuré pour l'interview de Camille, qui est décédée il n'y a pas longtemps, que j'avais interviewée sur mon podcast, qui avait un cancer généralisé, qui est venu me raconter son histoire. Et voilà, et j'avais pleuré pendant l'interview, on avait pleuré, on avait rigolé pendant l'interview, et j'ai énormément pleuré quand j'ai su qu'elle était partie, en pensant à son fils qu'elle a laissé derrière elle. Donc c'est peut-être un petit fait curieux, mais c'est juste que voilà, les anecdotes, elles sont beaucoup dans les émotions. On partage tellement que forcément, on se laisse aller parfois. Les 3 ingrédients d'un bon podcast. C'est Crush qui me pose ça. MC qui est en plein dans son programme d'été. Les 3 ingrédients d'un bon podcast, c'est, du point de vue du podcasteur, c'est avoir son pourquoi, qui est hyper défini. Pourquoi tu fais ce podcast ? Pourquoi ce projet t'anime ? Pourquoi ? Parce que en fait, c'est le meilleur moyen d'être bon, de continuer, de savoir pourquoi on le fait. Avoir une identité visuelle, une identité sonore reconnaissable. On parlera jamais assez de l'importance des couleurs, de l'identité visuelle, de l'identité sonore. 3e point, je dirais raconter des histoires, que ce soit une interview, que ce soit un podcast solo, que ce soit un podcast conversation, d'avoir un bon storytelling, embarquer l'auditeur en lui faisant ressentir des émotions. Vraiment, voilà, travailler son storytelling. Si on écoute un podcast, un épisode et qu'il n'y a pas de chute, qu'il n'y a pas de rebondissement,
on se fait chier, clairement. Le rôle de ta famille dans ton podcast, c'est Sophie qui me pose cette question. Ils sont très investis, mes enfants sont habitués à avoir des micros qui traînent partout dans la maison. Ils ont déjà parlé au micro, ils l'ont déjà pris en main. Arthur sait l'importance que ça a pour moi et on a la chance d'être un couple qui nous laissons vivre nos passions, nous laissons aller au bout de nos rêves. Il y a des fois où le podcast a pris plus de place que d'autres activités à mon compte. Il y a des fois où le podcast ne me rémunérait pas énormément et pourtant il ne m'a jamais mis le couteau sous la gorge, mis la pression pour que j'arrête parce que ça me rémunérait pas assez, parce que j'y passais trop de temps. Donc très investi en fait, très à l'écoute de l'autre. Et moi, un jour, alors il se trouve qu'il a un CDI, qu'il gagne bien sa vie, mais si un jour il veut tout arrêter pour s'essayer dans une passion, je ferai en sorte aussi moi de pouvoir lui laisser faire ça. Donc voilà, on a la chance d'être une famille qui est très à l'écoute, où on laisse la place finalement pour nos rêves. Et donc bien sûr qu'il est là dans mon podcast et que de toute façon il est globalement au courant de toutes mes interviews. Ça m'est déjà arrivé de lui faire relire des interviews quand j'étais pas sûre, de lui demander aussi son avis sur une personne que j'avais envie d'interviewer, si c'était pertinent pour moi, pour mes auditeurs. Donc très présent. Mon meilleur souvenir podcast, c'est Lou qui me pose cette question. Mon meilleur souvenir podcast, il y en a plusieurs. J'ai eu un très bon souvenir de surprise un matin où j'ai reçu un mail parce que Magellan m'avait acheté des épisodes de podcast et du coup me mettait en une sur leur application d'écoute. Ça, c'est un joli souvenir. À l'époque aussi, pendant le confinement, je faisais des capsules spéciales et il y avait Cybelle à l'époque, pareil, qui avait décidé de mettre en une mon programme. Donc ça, c'est des petits pushs qui m'ont vraiment, qui m'ont donné du baume au cœur pour continuer. Ça prouve notre légitimité sur le podcast. Ensuite, j'ai des très bons souvenirs de retours d'auditeurs en me signifiant que certains épisodes ont pu les faire évoluer, ont pu leur apprendre des choses, ont pu leur provoquer des déclics pour changer de vie, pour aller au bout de leurs rêves, pour sortir de leur zone de confort. Ça, c'est des très bons souvenirs également. Je crois que mon meilleur souvenir podcast, c'est une interview qui m'a vraiment fait évoluer. C'est mon interview avec Marielle Barbe, qui est auteure de Profession Slasher, experte du slashing. Donc slasher, pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est le fait de cumuler plusieurs activités, plusieurs casquettes, d'être un peu pluriel. Cette interview, c'est mon meilleur souvenir parce qu'en fait, il y a eu un avant et un après et j'ai enfin assumé ce côté-là de moi et ça m'a extrêmement libérée de me dire que ok, j'étais comme ça et c'était ok et que j'avais pas besoin d'être spécialiste pour que des clients fassent appel à moi, que justement ma force c'était d'avoir plusieurs casquettes, d'être spécialiste sur plusieurs sujets. Donc je pense que c'est mon meilleur souvenir parce que malheureusement pour le moment, j'ai pas encore eu d'événements physiques autour de mon podcast, mais vous vous doutez bien, si je suis rentrée en France, c'est aussi pour pouvoir me donner cette opportunité. Donc stay tuned, comme on dit. Cindy me demande l'interview qui m'a le plus marquée et pourquoi. Il y en a plusieurs qui m'ont marquée, vraiment. Je pense à Natacha Calestrémé, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une journaliste, réalisatrice, écrivaine française, qui est très connue pour ses ouvrages de développement personnel qui sauvent des vies. Je n'ai pas peur d'utiliser ces termes. C'est vraiment un très grand souvenir d'interview. J'ai un très très beau souvenir aussi de mon interview de Pedro Correa, qui s'appelle, je me souviens, Apprendre à se connaître pour parvenir au bonheur, qui vraiment en fait a su écouter sa voix intérieure, bosser pour trouver sa mission de vie, pour justement parvenir au bonheur, à l'alignement total. En fait, c'est un ancien ingénieur qui se sentait pas à sa place et qui s'est reconverti aujourd'hui pour vivre de sa passion. L'interview est assez longue, on va très en profondeur et cette interview a créé beaucoup de déclics chez moi
de choses auxquelles je pensais pas forcément. M'a vraiment aussi a vraiment mis l'accent sur le fait que dans la vie, il faut mieux préférer la joie au bonheur et vraiment regarder le degré de joie que l'on ressent dans chaque chose lorsqu'on fait quelque chose et s'en servir en fait de boussole pour justement aller vers ce qui nous épanouit, vraiment mesurer notre niveau de joie au quotidien. Je sais que là, par exemple, quand je tourne cet épisode, je prends beaucoup de joie. C'est quelque chose qui me met beaucoup en joie. De toute façon, tout ce qui a un micro, tout ce qui a trait au micro me met en joie. Voilà, je dirais que c'est ces 2 interviews qui m'ont vraiment marquée, mais j'en ai plein. Question 19, Cindy toujours me demande comment tu as généré d'argent avec le podcast depuis son commencement. Et après, on va dire qu'elle est avec la question 20, combien tu as gagné avec le podcast depuis son commencement ? Comment j'ai généré de l'argent ? Première, avec des sponsors que j'ai démarchés, ou qui m'ont démarché d'ailleurs, donc avec des marques. Je pense à Aura Bijoux, je pense à Frangin Frangine, je pense à Skin Good Garden, qui sont des marques qui ont sponsorisé le podcast, dans le sens où en fait, je rédigeais une petite bande-annonce en fait sur leurs produits, sur leurs services, en amont, en fait en pré-roll, en amont de chaque épisode de mes podcasts. Et du coup, ces sponsors achetaient un nombre d'écoutes. Par exemple, ils m'achetaient 10 000 écoutes, ils allaient être diffusés 10 000 fois en fait sur le podcast. Tout ça, c'est au coût par 1000. J'ai donc utilisé ce premier mode de rémunération. Ensuite, c'est mon hébergeur, Acast, qui m'a suggéré en fait des clients, en fait des concepts à mettre sur mon podcast. Donc par exemple, j'ai travaillé avec Chance, où là c'est Acast qui s'occupait de la diffusion en fait de leur sponsor, donc qui s'appelle Chance, via leur régie sur mon podcast directement. Ça c'était un deuxième mode. Je touche également de l'argent avec des bandes annonces, mais complètement aléatoires, qui sont mises au début de mon podcast, au milieu de mon podcast et à la fin de mon podcast. Je choisis, qui sont directement gérés par Acast, mon hébergeur toujours. Ensuite, j'ai pu générer de l'argent via des épisodes sponsorisés. Donc là, cette fois-ci, c'est une interview en fait qui est sponsorisée. C'est que dans le sens où donc en général, je suis contactée par des agences de presse qui me proposent des profils parce que ça colle bien avec ma ligne édito. Moi, évidemment, si ça correspond à ma ligne édito, si ça correspond à mes valeurs, si c'est une personne qui m'intéresse, je peux accepter de l'interview sur mon podcast, moyennant finalement rémunération. J'en parle avec Claire Mondret dans l'épisode qui s'appelle « Les coulisses de nos podcasts », si vous voulez un petit peu en savoir plus sur le sujet. Mais on a un petit débat et moi, je trouve que voilà, c'est tout à fait honnête de me faire rémunérer dans le sens où c'est du travail et en même temps, c'est pas du tout dénaturer ou vous trahir ou tout ça. Puisque c'est, je sais que ça va vous plaire, je sais que c'est vraiment dans l'ADN du podcast. Donc il y a aussi ce mode de rémunération et le mode de rémunération sur lequel je vais me pencher là de plus en plus à partir de la rentrée, c'est de proposer des packages pour les marques qui veulent avoir un canal de visibilité. C'est justement de leur offrir une présence sur mon podcast, mais à la fois une présence sur Instagram, mais à la fois peut-être une présence sur LinkedIn ou même ma newsletter. En fait, d'avoir vraiment un écosystème de visibilité pour un tarif que l'on va fixer ensemble et sortir en fait du CPM, du coût par 1000, où je rappelle, le coût par 1000, c'est un client qui va m'acheter un certain nombre d'écoutes et ça va être X euros les 1000 écoutes. Donc par exemple, ça va être 75 euros les 1000 écoutes. Moi, mon tarif, c'était 75 euros les 1000 écoutes. Combien j'ai gagné d'argent avec le podcast depuis son commencement ? À la louche, on doit être allé sur 20 000 euros, je pense. Puisque j'ai pas été dans une rémunération perpétuelle, mais on va dire que ouais, je dois être sur 20 000 euros. Comment je choisis mes sponsors ? Il y a plusieurs critères qui pèsent dans la balance pour choisir mes sponsors. D'abord, la priorité, c'est qu'on doit partager les mêmes valeurs. Le bien-être, la santé mentale, la santé physique, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi, que je véhicule au quotidien sur le podcast. Donc forcément,
Les sponsors doivent rentrer doivent avoir cet ADN, doivent partager les mêmes valeurs, avoir la même vision. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ils doivent avoir des choses à dire, forcément. Ils doivent avoir des produits et des services qui, moi, me touchent personnellement, que j'utilise aussi personnellement. Enfin, franchement, je vous parle d'Anaté, moi c'est la même chose. Enfin, j'ai aussi pas mal de collaborations sur Instagram. Toutes mes collaborations, c'est des produits que j'utilise et qui s'inscrivent en fait dans mon mode de vie totalement. Donc ça, évidemment, c'est la base, avoir des produits et des services qui me parlent, qui me touchent, que j'ai envie d'utiliser. Et ensuite, il y a l'argent. Il y a l'aspect financier. Bien sûr que je vais accepter de travailler avec des marques qui n'ont pas beaucoup de budget, auxquelles je vais donner de la visibilité. Mais à partir du moment, il faut qu'on s'entende là-dessus, puisque moi, j'ai aussi besoin de gagner ma vie. Et je ne peux pas uniquement leur servir sans que ça me serve. Donc forcément, à un moment donné, l'argent va forcément rentrer en compte. Question 22, c'est Anne-Fleur qui me pose cette question. Meilleur et pire conseil que l'on t'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur le podcast, c'est de m'entourer d'autres podcasteurs. Et Anne-Fleur connaît bien le sujet puisque c'est une des premières à avoir créé un Slack géant sur lequel on échange encore, alors un peu moins forcément puisque chacun a sa vie, mais dès qu'un podcasteur a une question, il peut la poser sur ce Slack. Donc m'entourer, bien sûr, oh là là, c'est tellement important. Et d'ailleurs à Dubaï, j'étais frustrée aussi parce qu'il y avait très peu de podcasteurs, en fait, voire pas de podcasteurs. Donc du coup au quotidien, j'avais personne avec qui partager ma passion, mes downs, mes up, voilà, enfin tout ce qui fait notre métier et qui est encore en même temps, on entend beaucoup parler du podcast et des podcasteurs, mais en même temps, c'est quand même niche. Il y a pas, tout le monde n'est pas podcasteur sur la place publique. Donc m'entourer, moi, je suis la plus heureuse d'échanger avec mes pairs. Et le pire conseil qu'on m'ait donné ah mince, j'en avais un auquel je pensais en plus il y a pas longtemps. Ouais, j'arrive pas vraiment à l'exprimer, mais si ça existe, le fais pas. En gros, si le marché est déjà pris, ne le fais pas. Mais tellement pas, en fait. Enfin, si justement il y a des podcasts sur le sujet, c'est que ça intéresse. Et donc, c'est que toi, tu as aussi ta place pour évidemment le faire à ta sauce et le tourner d'une manière qui te correspond, de la façon qui te correspond. La dernière fois, on m'a posé la question, on m'a dit, mais du coup, le fait qu'il y ait d'autres podcasts comme ça, est-ce que c'est un sujet pour toi ? Mais non, en fait, c'est pas un sujet parce que je pense qu'un podcast, il est unique. Je pense qu'un podcast, justement, il dépend aussi énormément de la personnalité du podcasteur qui est derrière le média. Donc deux podcasts, même s'ils ont exactement le même sujet, ne seront pas les mêmes du tout. Donc ça, c'est un conseil. Si on vous le donne, ne l'écoutez pas. Ah non, il y a déjà des podcasts sur le sujet. Surtout, trouve autre chose. Non. Vas-y, mais par contre, si tu le ressens dans tes tripes, si t'as un pourquoi par rapport à ça, et si t'es capable de faire encore mieux. Donc go. 23e question, pire galère d'enregistrement d'Anne-Fleur aussi. Oh là là, pire galère d'enregistrement. Alors il y a carrément une fois, c'était pour mon autre podcast, mon autre podcast sur Dubaï. J'arrive sur le lieu d'enregistrement, en plus on avait galéré à trouver une date. Et là, je m'aperçois que ma carte SD, elle est morte. Je ne comprends pas. Ma carte SD ne détecte plus. Alors là, j'étais stressée, vraiment énormément stressée comme jamais. Donc, on n'a pas pu faire l'interview. Et d'ailleurs, on l'a jamais faite parce qu'on n'a malheureusement jamais réussi à trouver d'autres dispos. Donc ça, c'était vraiment une vraie galère d'enregistrement. J'étais vraiment pas bien. Pareil, à un autre moment, là, c'était sur une cliente que j'accompagnais sur son podcast à Dubaï. Le jour où on doit enregistrer l'épisode, j'ai plus de batterie. Non, c'était un problème de carte SD encore parce que j'ai dû aller au Dubai Mall, qui est le mall le plus grand du monde, qui est à Dubaï, aller chercher en urgence une carte SD. Alors heureusement, la nana était hyper sympa et c'était de toute façon une de mes copines à Dubaï, une cliente qui est devenue copine. Mais au début, j'étais tellement stressée, j'étais tellement pas bien, ça ne m'arrivait jamais. Et ouais, encore un problème de carte SD, je crois un manque de place où elle détectait plus. Donc c'était 2 fois des problèmes de carte SD. Donc
ayez une carte SD de rechange. Depuis, j'ai toujours une carte SD de rechange sur moi. 24e question. As-tu des appréhensions avant de poster ton premier épisode? As-tu hésité? C'est Sabrina qui me pose cette question. J'ai pas hésité, mais j'ai eu bien sûr des appréhensions. Évidemment. Je m'en souviens quand j'ai sorti ma bande-annonce de l'Aléa, j'avais l'impression d'accoucher d'un bébé, j'étais hyper stressée. Forcément, je savais pas très bien encore si mon message allait prendre, si j'allais avoir des écoutes. Je m'en souviens, je me lançais en même temps que Pénélope Boeuf, qui est aujourd'hui la queen du podcast, qui a créé un écosystème géant, une boîte qui tourne du tonnerre. Donc on papotait pas mal sur ça, voilà, dès qu'on avait une parution presse ensemble, on était hyper contentes, on partageait nos impressions en story. Mais ouais, j'ai eu des appréhensions, bien sûr, j'ai eu des appréhensions et j'en ai toujours un peu, hein. À chaque fois que je poste un nouvel épisode, j'ai toujours une petite appréhension et dès que j'ai genre un commentaire qui me dit ok, merci, c'était trop cool et tout, là je suis rassurée et je suis encore plus à l'aise pour faire une promo gigantesque sur l'épisode, même si je sais que je fais pas encore assez de promo, ça je sais, normalement c'est 20% de taf, 80% de promo. Mais je sais que je pourrais aller beaucoup plus loin dans ma promo, mais j'aurai plus de temps à partir de septembre, mais j'aimerais bien aussi bosser cet aspect. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes podcasts et combien de temps passes-tu en moyenne sur un épisode? Benoît. J'utilise Auphonic déjà pour nettoyer un peu ma piste au départ. Ensuite, j'utilise Audacity et je monte tout moi-même. Et apparemment, il faudrait que je passe sur Reaper. On m'en a dit vraiment énormément de bien. Donc j'aimerais bien passer sur ce logiciel-là et j'aimerais bien passer aussi sur voilà, de m'offrir les services d'un monteur ou d'une monteuse aussi un jour. J'y suis pas encore, mais j'aimerais bien pouvoir me l'offrir comme beaucoup de mes collègues podcasteurs. Combien de temps je passe en moyenne sur un épisode? Je passe en moyenne 1 jour et demi, 2 jours sur un épisode. On va dire une demi-journée de préparation de l'interview, une demi-journée d'interview et tout ce qui est, on va dire, communication. Et une demi-journée, voire une journée de montage, en fonction du boulot que ça demande. Donc, il y a des invités avec lesquels ça va être très, très fluide. Il n'y aura rien à couper. Il y aura juste un petit peu de nettoyage de piste. Donc là, ça va être une demi-journée. Et il y a des interviews, il va y avoir du coupage, du recoupage. Et là, on est facilement... ou des tics verbaux à retirer. Et là, on est facilement sur une journée. Donc, c'est très variable. Benoît me demande quel genre d'épisode préfères-tu produire? Actuellement, en fait, je me suis exercée sur 3 épisodes, sur 3 types d'épisodes. Les épisodes d'interview, les épisodes solo, comme je fais là maintenant, et des épisodes solo, mais avec ambiance, qui était pour une cliente, où en gros, c'était pas ma voix, mais c'était la voix d'une cliente. Et derrière, j'avais tout un contexte sonore à faire. Et j'avoue, j'ai adoré. C'était un podcast sur le yoga, méditation. Et donc, j'avais vraiment une ambiance sonore incroyable. Et ça, j'ai aimé ça. Et sinon, pour le moment, j'adore le format... En fait, chaque format a ses avantages, hein. Le format interview, j'adore parce que c'est la rencontre de la personne, le partage avec l'autre. Je bénéficie aussi de la notoriété, hein, de mon invité au moment de la communication, de la diffusion de l'épisode. Ça, c'est un vrai avantage de l'épisode d'interview aussi, hein. C'est qu'on n'est pas tout seul en fait à faire sa promo. L'épisode solo, ça permet de travailler énormément le personal branding. C'est un vrai gros avantage que je fais très très peu, hein, mais que je commence et que je vais faire cet été. Et si vous entendez des bruits derrière, mon fils est réveillé. Voilà, et cet épisode que j'avais fait pour une cliente, j'avais vraiment adoré. Franchement, chaque épisode a ses avantages et a ses inconvénients, hein. L'épisode solo, je sais que celui-là, il va être plus facile à monter, alors que les épisodes d'interview, c'est toujours plus long. Ça dépend vraiment. 28e question. Comment je m'habille généralement quand j'enregistre? C'est une drôle de question. Jamais en pyjama parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai besoin vraiment de me sentir bien
pour être bonne dans une interview ou dans un épisode. Donc je suis rarement en pyjama. Quand je suis une interview, je suis toujours, même quand je les fais à distance, je suis toujours bien sapée, un petit débardeur, une petite chemise, détente, pas ultra classe, mais dans des fringues dans lesquelles je me sens bien et dans lesquelles j'ai confiance en moi. Voilà, ça c'est une première chose. Est-ce que j'ai déjà eu des commentaires négatifs ? Si oui, as-tu répondu ou effacé ? Je crois pas avoir déjà eu des commentaires négatifs. C'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, je sais pas. Non, franchement, sur le podcast, j'en ai jamais eu. Juste de mes proches qui me disaient que parfois j'étais pas naturelle ou que je faisais des et je sais que j'en fais encore. Il faut vraiment que j'arrête avec ça, mais vraiment c'est insupportable. Même moi, parfois, je me déteste quand j'écoute l'autre. Mais c'était, quand on me l'a dit, c'était plutôt faudrait que t'arrêtes pour améliorer. Et puis c'était plus des proches ou alors des gens que je connais pas vraiment, des auditeurs, mais qui me le disaient d'une manière et qui me trouvaient ça mignon. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça mignon. Mais non, j'ai pas eu de commentaires négatifs. J'ai eu des commentaires négatifs sur LinkedIn où justement au moment où je partageais des épisodes ou alors où je parlais de mon pro, on me disait que je racontais ma life, que tout le monde s'en foutait. Ça m'est arrivé, des haters LinkedIn, mais pas sur le podcast. Mes pires erreurs sur le podcast. 30e question. De pas être ma principale ambassadrice, de parfois ne pas assez faire mon auto-promo. Ça, je pense que c'est une erreur parce qu'il y en a qui le font à la perfection et ils ont bien raison. Je pense à Barthélémy du podcast Extraterrien qui est franchement dont on peut énormément s'inspirer en termes de communication sur son podcast. Franchement, il est hyper doué sur ça. Je pense qu'une erreur, ça va être ça. Une autre erreur, ça peut être parfois passer trop de temps en fait à me comparer et donc du coup à pas être dans l'action, à écouter un podcast qui va être dans mon domaine et me dire ah ouais mais elle fait ci, elle fait ça, elle fait mieux, parce qu'en fait ça c'est vraiment, c'est contre-productif au possible. Et dès que je fais ça, en fait, j'arrête complètement. Alors, j'écoute des podcasts matin, midi, soir, mais déjà, j'écoute plus du tout de podcasts, en fait, qui sont dans mes domaines. Ou alors des domaines un peu loin. Par exemple, je suis une grande fan de Métamorphose. J'écoute, mais parce que ça reste dans le dev perso, dans le bien-être, mais c'est une toute autre manière, en fait, c'est pas les mêmes sujets du tout qui sont abordés, ou alors très peu à la marge. Mais des podcasts vraiment qui sont sur dev perso, entrepreneuriat, qui sont sur le même moule, en fait, que le mien, j'ai complètement arrêté d'écouter. Justement pour pas me comparer. Et de manière générale, quand je suis sur Instagram, quand je suis sur LinkedIn, quand je suis sur Twitter, quand je suis sur que sais-je, j'essaye de passer 80% à produire, 20% à consommer. D'être beaucoup plus tout le temps dans l'action et dans la production de contenu que dans la consommation. Parce que sinon, c'est une perte de temps monumentale et c'est contre-productif. 31e question. Olivia, quelle est une bonne raison de créer un podcast selon toi ? Il y a autant de raisons de créer un podcast que de personnes, en fait, vraiment. Il y a des personnes qui vont vouloir créer un podcast pour soutenir leur business, pour que ce soit un moyen de communication, pour mettre en avant leur business. Moi, je trouve que c'est un super moyen, justement, pour vous démarquer de vos concurrents, de créer un podcast sur votre secteur d'activité. C'est vraiment en plus un canal intime. Vous allez, susurrer des choses dans les oreilles de vos auditeurs et donc de vos clients cibles. Et c'est génial. Un autre moyen super de créer un podcast, ça peut être, vous voulez démocratiser un sujet qui est compliqué. Vous voulez le rendre accessible. Et créer un podcast, c'est génial. L'autre jour, je suis tombée sur le podcast d'une fille qui a créé en fait un podcast pour un de ses clients. Et c'était justement pour démocratiser la dépression. Et c'était hyper bien fait. Il y avait un personnage fictif. On l'accompagnait dans toutes ces étapes de sa dépression avec des solutions. C'était absolument génial. Il y avait un fort pouvoir d'identification pour justement les personnes dépressives, pour les aider. Il s'identifiait totalement à l'héroïne fictive de ce podcast. C'était génial. Il faudrait qu'on en discute au cas par cas, et mes calls Inside Podcast sont aussi faits pour ça. On y vient. 32e question. Est-ce que tu proposes des formations podcast ? Toujours Olivia. J'ai créé l'année dernière des accompagnements podcast. J'ai une formation en ligne sur le podcast, mais qui est très vieille, donc que je ne commercialise plus, mais je l'avais créée il y a 2 ans et demi. Donc c'est pour ça que ça remonte et qu'aujourd'hui, il faudrait que je la remette un jour pour de nouveau la commercialiser.
Et à partir de la rentrée, je relance à la carte un ou plusieurs calls Inside Podcast pour vous débloquer, passer à l'action. Pendant 1 heure de mon temps, vous avez absolument toutes les clés. Je vous donne toute ma connaissance sur le podcast pour vous faire avancer. C'est une offre que j'avais avant Gaspard, avant mon deuxième bébé Gaspard, qui marchait très bien. Et donc là, je veux la reprendre à partir de septembre. Je vous en dirai plus si vous me suivez sur Insta et LinkedIn. 33e question, quels sont les 3 épisodes les plus écoutés ? Je vais regarder mes stats tout de suite. Mes 3 épisodes les plus écoutés. Je regarde, je me connecte sur mon appli de podcast. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mon premier épisode le plus écouté, c'est l'épisode avec Nolwenn Crème, ma belle-sœur, qui me raconte, pour la Saint-Valentin, on avait fait un épisode spécial, qui me raconte en fait la façon dont elle a rencontré mon petit frère, Lucas Pouliken, suite à une période de célibat et suite surtout à une longue histoire. Ça, c'est le premier épisode qui est l'épisode 27 du podcast, qui est l'épisode le plus écouté, vraiment. Le deuxième épisode le plus écouté, c'est l'épisode avec Alix Petit, créatrice de la marque Hemstone. L'épisode s'appelle « Dissocier sa valeur personnelle de celle de son entreprise ». C'est un épisode également qui a été énormément écouté. Je m'y attendais pas forcément, mais il fait partie des tops épisodes. Et l'épisode, le troisième le plus écouté, c'est l'épisode avec Alicia de Marie au premier regard, pas cette saison, mais celle d'avant, qui revient sur sa période de coma, qu'elle a connue il y a quelques années, suite à un grave accident de voiture. C'est l'épisode 67. Voilà, les 3 épisodes les plus écoutés du podcast. J'ai pas noté son prénom. La personne qui m'a posé la question, s'appelle Collab Digital sur Instagram. Mon plus gros down lié au podcast, qui est une question de Céline, d'un, deux, trois pépites. Je pense que c'est parce que quand j'ai un nom, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois par Cédric Lapiche, qui m'avait dit oui pendant des semaines et qui finalement m'a dit non d'une manière pas très sympa. Ça, c'est un down qui est lié au podcast parce que tu espères pendant des semaines, pendant des mois. Et en fait, quand on te dit non alors que tu as espéré et puis en plus on te dit non d'une manière pas très sympa et en plus on t'a fait espérer parce qu'on t'a pas dit non au départ, et ça c'est un down. Ensuite, il peut m'arriver d'avoir des périodes de down, on n'est pas tout le temps à fond. Quand parfois j'ai le sentiment de plus rien apprendre, quand parfois j'ai le sentiment de m'essouffler un petit peu. Et ma plus grande excitation liée au podcast, qui n'a pas encore lieu, mais c'est j'ai hâte vraiment de pouvoir faire un événement physique. Et rien que de l'imaginer, ça me met vraiment, vraiment en joie, parce que ce serait vraiment une consécration de tout ce travail. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus en fait, de transformer toute cette communauté en fait d'auditeurs, d'auditrices en vrai, qu'on puisse se rencontrer et puis éventuellement faire des choses ensemble. Ça c'est vraiment une excitation, alors que je ne connais pas encore, mais qui m'anime beaucoup rien que de l'imaginer. Comment ton podcast évolue-t-il et quel est le changement pour la rentrée ? Aude me pose cette question. Là on va arriver sur la saison 5 du podcast. Mon changement pour la rentrée, je peux pas encore vous le dire à 100% puisqu'il est défini dans ma tête mais pas posé sur le papier, et tant que ce n'est pas posé sur le papier avec moi-même, je préfère ne pas vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura plusieurs rubriques, il y aura plusieurs types d'épisodes. On sera plus du tout sur le podcast avec une interview classique chaque semaine. Il y aura des variantes dans les formats d'épisodes. Ce que je peux vous dire également, c'est que ma newsletter va reprendre activement, qui sera pas uniquement sur le podcast bien sûr, mais qui sera sur tout mon écosystème de solopreneurs freelance. Donc ça, c'est un projet. J'aimerais également qu'il y ait un groupe
d'échange entre nous, puisqu'actuellement j'utilise les groupes, les canaux là, d'Instagram, mais en fait vous pouvez pas communiquer avec moi, donc c'est assez limité. J'aimerais aussi qu'il y ait un événement bien sûr physique, une rencontre physique entre nous. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui vont naître à partir de la rentrée et puis tout au long de l'année pour nous. Et en attendant, de toute façon, on se retrouve pour le programme d'été où il y aura aussi pas mal de solos. 37e question, crush, est-ce que ton why a évolué ? Bien sûr qu'il a évolué, puisque comme je disais au tout début de cet épisode, on évolue en permanence, donc nos projets évoluent, c'est tout à fait normal. Au départ, mon why, c'était d'interroger les meilleurs dans leur domaine, ceux qui ont pris des risques extrêmes, pour que l'on puisse collectivement appliquer leurs conseils dans la réalisation de nos projets. Ça, c'était quelque chose qui m'animait énormément. Moi, j'étais dans une période où je sortais énormément de ma zone de confort. Je m'expatriais, je devenais maman, je quittais mon job. Donc vraiment, j'ai appris énormément de tous ces gens qui avaient pris des risques extrêmes pour les appliquer à ma vie quotidienne et ma vie réelle. Ensuite, mon deuxième pourquoi, c'était vraiment d'avoir les clés et les connaissances et les meilleurs outils pour que l'on puisse se connaître collectivement, puisque je suis persuadée que sans connaissance de nous-mêmes, on ne peut pas réaliser nos projets, nos rêves les plus fous et maximiser le potentiel de notre vie, tout simplement. Et mon dernier pourquoi, qui est très rattaché évidemment aux deux pourquoi, je vous en parlerai à la rentrée, parce que actuellement je parle pas encore de la nouvelle direction du podcast, mais voilà, de toute façon, évidemment qu'un pourquoi évolue, et c'est pour ça que nos projets évoluent tout simplement. Mes prochains défis podcastiques, c'est... Qui est-ce qui me pose cette question ? C'est Olivia. Mes prochains défis podcastiques, c'est mon programme d'été, puisque c'est inédit. D'habitude, je postais des rediffs en été. Doubler mon chiffre d'affaires sur l'année à venir, sur le podcast. Et faire un événement physique, seul ou accompagné. Je vous en dirai plus prochainement. Mais bien sûr, un événement physique. Quel est mon rêve podcastique ? On va finir sur cette question de Marine. Mon rêve podcastique, j'en ai plusieurs. J'en ai deux. C'est de créer un événement, mais une sorte de spectacle comme à la Bliss, à la Anna RVR aussi, qui le fait en octobre à l'Olympia. Et puis créer un produit autour de mon podcast, un produit physique que vous pourrez tenir entre vos mains. Ça aussi, c'est un rêve que j'ai. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt pour le programme d'été. Et en attendant, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à m'envoyer un petit message aussi pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera énormément plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, prenez soin de vous, j'espère que vous passez un super été. À très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.